Bonjour à tous. Du coup, Virginie et moi, on va vous parler aujourd'hui d'éco-conception et sourcing verrier pour le groupe Rémy Cointreau. Je vais commencer par une petite introduction sur le groupe Rémy Cointreau. Aujourd'hui, c'est 15 marques dans le monde avec des bouteilles iconiques pour chacune d'entre elles. C'est environ 60 millions de bouteilles par an, avec 97% de ventes à l'export. 60 millions de bouteilles par an, ça équivaut finalement à beaucoup de CO2. Aujourd'hui, le groupe émet 175 000 tonnes de CO2. Pardon, pas aujourd'hui, mais à 2020, qui est notre base. Et par rapport au packaging, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 25% de l'empreinte CO2 équivalent. Le groupe a pris des engagements SBT à 2030, avec une réduction de moins 25% du CO2 versus notre baseline qui était à 2020. Ça correspond à, au niveau du packaging, une diminution de 45 000 tonnes à 33 800 tonnes, simplement pour nos emballages. Je vous ai mis un petit graphique ici qui représente grosso modo la répartition des émissions CO2 liées à nos composants d'emballage. On voit bien que la bouteille verte, c'est 70 à 80% de nos émissions. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien sur le reste. Les coffrets étuis aujourd'hui sont travaillés aussi, nos bouchons aussi, pour les alléger, les supprimer pour les coffrets. Mais il y a un gros travail à faire sur nos bouteilles en verre. Donc, bouteilles en verre, éco-conception, comment on avance sur le sujet ? On a mis en place depuis quelques années déjà des politiques et des outils pour nous aider à avancer dans ce modèle-là, qui sont bien sûr cadrés par de la réglementation aussi. On parlait tout à l'heure de PPWR, très important pour nous, mais aussi par des objectifs, des indicateurs que le groupe a mis en place. Donc comment ça se passe concrètement ? On suit évidemment une politique des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que chacun d'entre vous la maîtrise. On a aussi, en tant que groupe, mis en place des guidelines éco-conception qui sont partagés avec nos marques, nos marchés, nos développeurs, pour s'assurer que chaque composant va être conçu de la meilleure des façons. Avec chacune des marques, on a aussi travaillé des trajectoires à 2030 pour voir où est-ce qu'on arrive, comment on fait pour atteindre nos objectifs de réduction de carbone. Et tout ça, bien sûr, en s'aidant d'outils d'analyse de cycle de vie. On compare chacun de nos nouveaux développements avec l'actuel et on s'assure qu'on a une amélioration du CO2, de l'empreinte de performance environnementale. Donc, qui dit éco-conception dit allègement, minimisation de nos emballages. Vous avez ici quelques exemples assez forts de ce qu'on a fait. Dernièrement, Bruck l'a dit, où on a réduit de plus de 30% le poids de notre bouteille. On est aujourd'hui à 590 grammes. Et en plus de ça, on a retiré l'étui, qui était un canister avec plusieurs matériaux, donc très émetteur de CO2. Mais aussi des marques comme Metaxa, où on est à moins 16% de poids, Saint-Rémy Signature, moins 10%. Et comment on fait ça ? On a 2 manières aujourd'hui de le faire. Soit on fait des études en interne ou avec des tierces parties qui vont nous aider à faire de la simulation numérique pour voir jusqu'où on pourra aller en théorie. Et une fois qu'on a des données, on travaille avec nos fournisseurs pour voilà, est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'on peut avancer dans cette direction et comment on s'assure d'avoir le poids le plus faible possible. Mais on a aussi une approche, et merci à nos fournisseurs verriers, avec leur technique, leur savoir-faire, qui nous permettent de nous aider, voilà, la répartition de la matière dans la bouteille et comment on peut derrière alléger au maximum nos bouteilles. L'allègement, c'est une chose, mais on a aussi l'intégration de matières recyclées. On a des bouteilles qui sont iconiques, qui sont là depuis des années, qui utilisent déjà de la matière recyclée. Cointreau, Saint-Rémy, Rémy Martin, VSOP, où on est au-delà de 60% de verre recyclé. Mais on commence aussi à aller vers des nouveaux produits, on lance des nouvelles références avec de l'intégration de matières recyclées. On a le domaine des Hauts de Glace qui a maintenant bientôt 2 ans lancé une bouteille avec 98% de verre recyclé à l'intérieur. Saint-Rémy, la dernière édition Grand Blend avec 70% de verre recyclé. Et enfin, Montgay Single Estates, où là, on a pris le parti pour un produit vraiment à très forte valeur ajoutée. Il me semble que la bouteille doit être aux alentours de 300 ou 400 $, avec 70% de recyclé. Et là, on a vraiment une bouteille brune, enfin avec du verre brun, là où avant, on avait une bouteille transparente. Et pour ça, bien sûr, on prend en compte
les attentes marques et marché, donc c'est beaucoup de discussions, voir comment le marché va accueillir ce genre de révolution, si je puis dire, pour certaines de nos bouteilles. On prend en compte aussi la disponibilité matière en fonction des pays dans lesquels on produit. Est-ce qu'il y a du calcin ou pas? Et le sourcing. On va bien sûr essayer de sourcer localement par rapport à nos usines. On ne va pas aller mettre du recyclé dans une bouteille si notre fournisseur est trop loin. On va privilégier un sourcing local. Tout ça nous amène aujourd'hui à avoir en moyenne 54% de recyclé dans nos bouteilles, ce qui est plutôt assez élevé, je trouve. Malheureusement, l'allègement, le taux de recyclé ne va pas nous permettre d'atteindre nos objectifs, qu'on soit clair. On va atteindre 15% de réduction des émissions CO2, en tout cas avec les technologies qu'on connaît actuellement. Donc, on a pris le parti d'aller plus loin et d'aller plus loin dans la circularité et le réemploi de nos emballages avec des lancements de pilotes avec différentes marques pour tester à la fois la viabilité technique mais aussi économique des solutions. Donc en novembre 2022, le groupe a lancé le projet One Bottle for Eternity qui aujourd'hui représente 3 projets principaux. On a Louis XIII avec The Infinity Wheel qui permet de recharger le carafe. On a Montgay à la Barbade qui, localement, pour éviter trop de déchets, s'est engagé à réemployer les bouteilles. En un an, on est déjà à 15% de récupération de bouteilles, donc c'est quand même assez conséquent. Et ça fonctionne bien, et on veut perdurer ce pilote pour le transformer véritablement en une nouvelle économie. Et enfin, EcoSpirit, qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans à Londres, où là, c'est déjà plus de 10 000 bouteilles, si je puis dire, économisées. On a évité de mettre sur le marché 10 000 bouteilles par l'utilisation de fûts de 4,5 litres en verre. Donc, et on est en pleine phase de déploiement avec une vraie volonté du marché et des bars aussi pour nous accompagner. Et on va lancer en avril aux États-Unis, qui est un gros marché pour nous aussi. Voilà, donc voilà pour la partie éco-conception. Maintenant, je vais laisser Virginie sur la partie sourcing. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, très bien. Moi, je vais vous parler de l'intégration finalement de toutes ces données dans notre sourcing verrier. Le sourcing, ça veut dire comment on homologue un nouveau fournisseur ou comment on le maintient dans notre panel ou comment on le positionne dans notre panel. Donc effectivement, on va intégrer, hormis les classiques compétitivité, délai, qualité, on va intégrer des critères, ce qu'on appelle RSE. Donc comme tu l'as évoqué Thomas, on va parler de sourcing local. On va privilégier des intervenants sur le territoire. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, on est en France, on est un petit pays malgré tout, mais on a la chance d'avoir quand même un très bon maillage au niveau du territoire avec des grands verriers présents, ou des moins grands, mais en tout cas des grands verriers présents, ce qui nous permet d'avoir recours à ces intervenants. Donc, chez Rémy Cointreau, 95% des bouteilles que nous achetons pour nos sites français sont fabriquées en France et les petits 5% qui restent sont faits en Europe. Donc, on reste vraiment sur un sourcing local. Donc ça, c'est extrêmement important puisqu'on en a peut-être un petit peu moins parlé aujourd'hui, mais on parle de transport et donc de sources de CO2. Les autres points qu'on va absolument intégrer, ce sont les facteurs d'émission. Donc, nous avons de multiples discussions avec nos verriers pour avoir une communication sur leurs facteurs d'émission. Et ce quoi on les pousse aujourd'hui, c'est à nous donner leurs facteurs d'émission par bouteille. Certains sont capables de le faire, d'autres pas tout à fait, sont encore au niveau de la teinte, au niveau de la site, au niveau du pays, voire pour les plus, je dirais, retardataires au niveau de leur groupe, ce qui ne nous satisfait pas puisqu'effectivement on pousse, Monsieur Desportes en a parlé ce matin, on pousse vraiment nos verriers à aller dans cette démarche. Le taux de verre recyclé, on en a beaucoup parlé, alors effectivement on regarde 2 choses, le PCR, le PIR. Le PCR, donc, c'est ce qui vient du consommateur, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et le PIR, on peut dire que c'est malheureusement du verre qui est produit non utilisé par le verrier suite, si je schématise, à des défauts en fabrication. Donc c'est bien que ce soit recyclé, mais ça serait mieux qu'il n'y en ait pas. Et enfin, le dernier point qu'on va regarder, ce sont les perspectives en matière de décarbonation. Ça, c'est vraiment important puisque, comme on l'a dit, on est dans un bond technologique. Tout le monde ne peut pas être prêt au même moment, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la démarche et l'engagement des verriers.
Alors, justement, pour avancer sur les perspectives en matière de décarbonation, on va faire des suivis réguliers des feuilles de route de nos verriers pour comprendre où ils en sont, comment ils évoluent, où on va examiner un certain nombre d'informations. Bon, effectivement, des objectifs SBTI, quel est leur objectif de net zéro, le taux de PCR, et surtout, enfin, je sais pas, et surtout, mais c'est quand même assez important, les investissements qu'ils vont faire pour réduire les énergies fossiles, ainsi que l'utilisation, par exemple, de l'électricité verte, pardon. Et on va aussi considérer tous les sujets qu'ils vont avoir en termes d'efficacité énergétique. Les compresseurs, les éclairages à LED, la récupération de la chaleur fatale, des choses dont on n'a pas trop parlé, mais il y a bien d'autres initiatives, hein, et vraiment, je pense qu'il y en a au moins une cinquantaine par tous ces verriers. Dernier point, pour en finir, je vois que ça clignote rouge. Ça va être effectivement, comme l'a dit Thomas, tout ce qui va tourner autour des fours en eux-mêmes, hein, tout ce qui nous a été présenté en partie ce matin. Donc, chez Rémy Cointreau, on va plus que suivre. En fait, on s'investit dans des initiatives et on tient vraiment à être au cœur des initiatives de nos verriers qui cherchent les meilleures solutions. Donc, en 2023, on a produit une bouteille de Metaxa sur le pilote du four hydrogène de Rašnik en Slovénie. On est depuis plusieurs années avec OI sur des bouteilles produites sur le verre Oxyfuel. On est également avec Saverglass sur la technologie hybride et d'autres verriers, mais Saverglass aussi progresse beaucoup sur l'électrification des fours. Et puis, bien entendu, nous sommes fiers d'être partenaires de Veralia sur l'innovation technologique première mondiale du four 100% électrique à Cognac, donc acteur local, sur lequel des bouteilles Rémy Martin sont en production. Merci beaucoup à tous les deux. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, j'arrive. Merci pour tous ces éléments. Vous nous partagez le fait d'atteindre en moyenne 54% d'incorporation de recyclés dans vos productions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez atteindre un seuil, ou qu'est-ce qui vous limite dans finalement l'augmentation de cette performance-là? Alors d'abord, c'est un suivi qu'on fait. On n'a pas d'objectif aujourd'hui sur le pourcentage d'incorporation de matières recyclées. On pense qu'on peut aller plus loin. Après, il y a des enjeux de disponibilité matière aussi, bien entendu. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut récupérer davantage de calcin blanc aujourd'hui? On est assez limité. Du calcin coloré, on en a plus. Après, Monsieur Desportes le disait aussi, il y a un enjeu acceptation du client. On ne peut pas demain changer toutes nos bouteilles vers des bouteilles colorées parce que on vend des produits premium. On parle chez nous d'exception durable, et donc on se doit malgré tout d'avoir une premiumisation de nos bouteilles. On pousse nos équipes, hein, et je le disais, Montguet a fait le premier pas pour le groupe, hein, d'avoir une bouteille vraiment foncée, et ça fonctionne. Donc voilà, c'est un premier pas, et on tend à éduquer nos marques, nos marchés vers ce genre de mouvement. Donc voilà, ça va évoluer, c'est sûr. Jusqu'à quel taux, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais en tout cas, on pousse pour. D'autres questions dans la salle? Moi, j'ai une question, alors, dans ce cas. Est-ce que vous avez des bouteilles qui ont des designs très particuliers? Est-ce que néanmoins, tous ces efforts que vous faites en matière d'allègement, ils sont duplicables à plus grande échelle pour le marché global? Autrement dit, est-ce que le travail que vous faites peut être utile à d'autres entreprises du secteur du vin et spiritueux pour établir de nouveaux standards de marché? Je dirais oui, parce que finalement, on ne fait jamais les choses tout seul dans notre coin. On le fait aussi avec nos partenaires verriers, et toutes les compétences qui sont acquises dans ces développements d'allègement, c'est aussi des connaissances en plus pour les verriers quand on va essayer de les challenger, qui peuvent derrière appliquer aussi à leurs autres clients. Donc
il y a un gros enjeu d'allègement, mais je pense que demain, et on y réfléchit de plus en plus, c'est l'allègement, c'est bien, mais comment on peut faire de l'extra allègement aussi? Parce que là, on voit qu'on va être limité, 30% d'allègement sur une bouteille. On arrive à des seuils qui vont être maximum par rapport à la résistance du verre. Si en plus, derrière, on veut aller faire du réemploi, parce que c'est ce qu'on veut faire aussi, il va peut-être falloir retravailler les matières premières, les process. Et ça, il faut qu'on commence à le travailler tous ensemble aujourd'hui parce que ça va prendre du temps et on n'a pas tant que ça, en fait. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous les deux.